Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, le coronavirus venu de Chine. L'évacuation des étrangers s'organise sur fond de critiques sur le manque de transparence de Pékin. Un premier cas de contamination entre humains a été signalé sur le sol européen en Allemagne. Et la situation en France est-elle sous contrôle? Cette crise sanitaire est-elle bien gérée alors qu'on apprend un 4e cas dans notre pays? On en débat ce soir avec nos invités. Après la rue, après les syndicats, la guérilla sur les retraites devient parlementaire. De droite, de gauche, les oppositions tirent à boulet rouge contre le passage en force du gouvernement. Le Conseil d'État avait déjà alerté sur les risques de précipitation. Est-ce que la majorité pourra rester sourde à toutes ces critiques? On en débat ce soir sur ce plateau. Et puis notre grand témoin ce soir est une plume, mais aussi une voix dans le débat d'idées depuis des années. Il est journaliste, il est patron de presse et il revient avec un livre alarmant sur nos erreurs à l'origine de la montée en flèche de Marine Le Pen. Jean-François Kahn est avec nous ce soir. Voilà, vous savez tout, c'est parti, #CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Jean-François Kahn, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être notre grand témoin. On a 1 heure à passer ensemble, journaliste, fondateur de plusieurs journaux. Je suis plus journaliste. Vous n'êtes plus journaliste? Un peu quand même? Non. Non? C'est terminé. Vous écrivez encore? Oui. Des livres et parfois des articles de presse. Dans Marianne notamment, vous publiez Droit dans le mur, point d'exclamation chez Plomb. Le mur, c'est celui dans lequel on fonce. Si on ne se penche pas sérieusement, dites-vous, sur nos erreurs, celles de la gauche, celles de la droite, celles des médias, nos erreurs en somme collectives, sociétales. On est à 2 ans et demi de la présidentielle et on va essayer de savoir s'il nous reste une chance ou pas avant ce mur. On en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais d'abord, on va commencer avec l'actualité. Et l'actualité, c'est toujours ce coronavirus venu de Chine. Les chiffres sont impressionnants. Plus de 4000 personnes atteintes, principalement dans la province de Wuhan. 107 morts, tous en Chine. Plus de 50 millions de personnes confinées. 4 cas seulement en France. Un nouveau cas qui s'ajoute ce soir. On en parle avec vous, Anne Jeunetet. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes députée de La République En Marche des Français d'Asie. Vous êtes médecin, consultante en risque sanitaire lié au risque pandémique. Antoine Bondas, bonsoir. Bonsoir. Vous enseignez à Sciences Po, vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et vous êtes spécialiste de la Chine. Bienvenue. Éric D'Ortenzio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes médecin épidémiologiste, chercheur à l'INSERM et spécialiste des crises sanitaires dues aux maladies infectieuses émergentes. Je vous donne la parole à tous les 4 dans un instant, mais celui qui va ouvrir ce premier débat avec sa plume, avec son ton et son regard, c'est Stéphane. Stéphane Blakowski, c'est parti. Bonsoir Madame, bonsoir Myriam, Bonsoir Stéphane. Messieurs. Alors, si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris Myriam, en ce moment en France, il y a un truc qui se propage encore plus vite que le coronavirus, c'est la peur du coronavirus. Parce que bon, il faut dire que la peur, c'est quand même extrêmement contagieux comme émotion. Quand tout le monde panique autour de vous, c'est extrêmement difficile de rester calme, comme l'orchestre du Titanic, qui jouait calmement pendant que le navire était en train de sombrer. Ça, c'est quasiment impossible. Vous exagérez un peu là, on n'est quand même pas sur le Titanic. Alors, j'avoue, Myriam, on n'en est pas encore à se battre pour avoir des places dans les canaux de sauvetage. Mais enfin, bon, vous avez remarqué qu'il y a déjà une pénurie sur les masques antivirus. Qui sait si on ne se mettra pas des coups de coude bientôt dans les pharmacies pour avoir accès aux vaccins avant les autres. Il y a quand même un petit frisson d'inquiétude là qui passe dans le pays. Dans le métro ce matin, il suffisait que quelqu'un éternue pour que tout le monde se dise bon, je quitte le wagon, je ne quitte pas. Enfin, même la presse en parle de cette inquiétude. Regardez, ce week-end, le Parisien nous dit samedi, faut-il avoir peur du coronavirus? Et le lendemain, le Parisien répond à la question qu'il a lui-même posée la veille en disant « pas de panique ». Donc ça fait en 2 jours, le Parisien a quand même réussi à mettre peur et panique à la une. En disant bien sûr qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas paniquer. Enfin, on s'inquiète un peu. Sinon, pourquoi on ferait des débats sur LCP sur le coronavirus? Il faut quand même rappeler que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, affirme qu'il y a un risque élevé que l'épidémie qui donc a commencé en Chine s'étende au monde entier. Alors c'est vrai, il y a un risque élevé, pas très élevé, mais élevé. On voit que l'épidémie se propage rapidement
rapidement en Chine qu'il y a 4 cas de gens contaminés en France. Bon, heureusement, pour l'instant, pas de victimes. En même temps, j'ai lu ce matin que le taux de mortalité du virus était de 3%. Donc la majorité, l'immense même majorité des gens, a priori, touchés par le virus, devraient s'en sortir. Du coup, sans vouloir non plus minimiser la menace du coronavirus, je m'étonne un peu de la place quand même que ça prend dans les médias. Parce que dans les médias, il y a une loi officieuse, un peu cynique, que connaît forcément Jean-François Kahn, qu'on appelle la loi du mort-kilomètre. Pour résumer, tout le monde la connaît, cette loi, c'est que s'il y a un accident d'autocar en Inde qui fait 30 morts, évidemment que ça prendra beaucoup moins de place dans nos journaux que si un autocar dérape en France et que ça fait 30 morts. Tout le monde a compris ce système. Or, le coronavirus ne correspond pas à cette règle. Il n'y a aucune victime en France et pourtant on en parle beaucoup plus de la grippe, par exemple, qui l'an dernier a fait plus de 8000 morts. C'est ce que dit en tout cas Santé publique. Alors comment vous l'expliquez ça? Alors, en tant que journaliste, je dois avouer que les journalistes ont quand même tendance à présenter à leurs lecteurs, à leurs auditeurs, à leurs téléspectateurs des histoires qui les intéressent. Et alors là, en vieux routier des médias, pas comme Jean-François Kahn, mais avec une petite expérience, je peux vous dire que les risques d'épidémie mondiale, c'est quand même beaucoup plus vendeur que les méfaits de la grippe dans les EHPAD. Alors, pour vous donner un indice, c'est pas moi qui le pense, hein, regardez les grands films qui ont été faits sur le sujet des épidémies. Il y a même un genre film catastrophe épidémiologique. Donc, il y a Alerte, qu'on voit ici, avec Dustin Hoffman. Il y a Contagion, le film de Soderbergh. Et il y a 28 jours, le film de Danny Boyle. Donc, vous voyez, des films sur les méfaits de la grippe dans les EHPAD, en revanche, il y en a très peu. La peste d'Alfred Camus. Bah oui. Sans doute parce que ça remplirait pas les salles. Enfin, moi, c'est mon opinion sur les films sur la grippe dans les EHPAD. Est-ce qu'on joue à se faire peur, selon vous? Eh bien, je me demande, figurez-vous, si on ne joue pas à ça. Parce que la peur n'est pas forcément bon conseil. On se souvient qu'en 2010, par exemple, au mois d'octobre, la Cour des comptes avait été, on va dire, très sévère avec Roselyne Bachelot, à qui elle reprochait d'avoir commandé beaucoup trop de vaccins contre le H1N1, alors que ce n'était pas vraiment nécessaire. Donc, du coup, aujourd'hui, apparemment, le gouvernement ne s'affole pas. Moi, ça m'a frappé, parce qu'entre nous, si par hasard, l'épidémie avait été plus forte et qu'il avait manqué de vaccins, qu'est-ce qu'elle aurait pris? Exactement. Donc, là, le principe de précaution, finalement, qu'elle a choisi, l'a exposé à un autre reproche. Donc, voilà, il vaut mieux celui-là, quand même. En tout cas, le gouvernement, aujourd'hui, ne s'affole pas. Et la preuve, Sibeth Ndiaye nous a rassuré hier matin. On entend des choses qui sont extrêmement inquiétantes. Moi, je comprends parfaitement que bon nombre de nos concitoyens se posent des questions. Mais je veux, à ce micro, les rassurer très largement parce que, à ce stade, la situation est parfaitement sous contrôle. Alors, puisque tout est sous contrôle, pourquoi s'inquiéter? Eh ben, on est là pour en débattre. C'est ça, hein, Eh ben, on y va. Il y a beaucoup de choses déjà dans votre papier, Stéphane. On va tout simplement commencer par cette question. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que les médias en font trop sur ce coronavirus? Ou vraiment, là, il y a des raisons de s'inquiéter, de s'interroger? Je pense qu'il est toujours difficile de savoir où on met le curseur. Il faut quand même informer, apporter de l'information, mais qui, effectivement, vous l'avez dit dans votre papier, transmet forcément un peu d'inquiétude et qui peut devenir de l'angoisse chez certains. C'est regrettable, mais il faut quand même transmettre une information. Aujourd'hui, l'information de base, c'est lavez-vous les mains. Donc la meilleure barrière contre ce coronavirus, c'est l'information. Si on leur dit d'un seul coup, lavez-vous les mains, sans leur expliquer pourquoi, ils vont nous rien nous dire. Et en même temps, quand on voit que la ministre de la Santé parle tous les jours, concentre quasiment toute la parole, ça change un petit peu, hein, mais jusqu'à présent, il n'y avait qu'elle qui parlait. Est-ce que ça ne donne pas le sentiment que la communication est un peu verrouillée et ça alimente aussi? C'est le rôle du ministre de la Santé quand même d'organiser, de monitorer, de surveiller l'évolution de la maladie, de préparer, d'anticiper. On est obligé d'anticiper pour une situation qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on va évoluer vers une infection qui se tarit et disparaît toute seule, ou est-ce qu'on va évoluer vers quelque chose qui s'emballe? On ne sait pas. Ça nécessite de prendre des précautions et de s'organiser. Et il faut quand même saluer le fait qu'on est très bien organisé. Bien organisé, le centre 15, ne pas aller aux urgences. On rappelle les consignes. La ministre explique qu'on traite ce genre d'épidémie comme un incendie. Il faut éviter qu'il ne se propage. Mais est-ce qu'on a les moyens de stopper la contagion en France, dans un pays ouvert, une économie ouverte comme la nôtre? Stopper la contagion, c'est aussi l'action de chacun au quotidien. Hein. C'est vraiment se laver les mains quand on commence à avoir quelques symptômes. Mais ce qu'on dit là d'ailleurs pour cette épidémie-là vaudrait aussi pour d'autres épidémies. Je rappelle qu'en ce moment, on est quand même en période d'épidémie de grippe qui est en train de monter, qui n'a pas encore atteint son pic et qui est quand même, vous l'avez rappelé... alors le bilan 2018-2019, c'est 8000 morts. Le bilan 2017-2018, donc toujours santé publique, c'est 13 000 morts pour la grippe. Donc on parle de chiffres qui dépassent largement les accidents routiers. Et pour la grippe, là aussi, il y a des précautions à prendre. Quand on commence à avoir des symptômes, il y a des personnes qui vont prendre un antifièvre et puis qui vont quand même aller travailler, qui vont quand même mettre leurs enfants à l'école. Et je rappelle que les enfants sont les premiers vecteurs de l'épidémie de grippe au départ. Donc le message de la représentante de la majorité que vous êtes, c'est pas de panique? L'État est organisé.
on surveille et on vous donne les consignes qu'on vous demande de respecter le plus possible. Lavez-vous les mains et mais vous mettez pas en contact avec de la population, encore qui plus une population fragile. On va pas voir sa grand-mère quand on commence à tousser. Alors, dernière petite question. Quand vous dites, quand les pouvoirs publics expliquent qu'ils vont remonter les entourages, c'est-à-dire qu'on a 4 cas et c'est potentiellement... fondamental. Dans la surveillance d'une maladie comme ça, mais d'aller comment chercher on les cas fait, contacts. franchement? On les Est-ce que c'est pas questionne, impossible? Ah non, on a des bons outils. On ne dit pas que c'est exhaustif et qu'on est parfait, mais c'est nécessaire d'aller rechercher ce qu'on appelle les cas contacts, c'est-à-dire demander aux gens qui avez-vous rencontré et puis dans quelles circonstances vous l'avez rencontré. Entre une personne que vous avez croisée à 3 mètres dans la rue ou une personne avec qui vous avez échangé un long dialogue, serré les mains et passé du temps. Voilà, on va évaluer à chaque fois. Ça, on sait mais faire. les cas contacts, mais bien sûr. Mais on n'est pas, faut pas croire qu'on va absolument scanner 100% de la population, mais en tout cas, c'est un outil efficace de recherche des cas possibles. Alors, je vous tourne vers l'épidémiologiste que vous êtes. On va essayer de comprendre un peu plus sur ce virus. Que sait-on précisément à l'heure où on se parle sur ce virus? Alors, on en sait beaucoup plus qu'il y a 15 jours, 3 semaines. On en a appris beaucoup en temps réel. Donc, on sait que c'est parti d'une ville qui s'appelle Wuhan, que les premiers cas ont fréquenté un marché qui est un marché aux poissons et aux fruits de mer, mais on sait que dans ce marché sont vendus également des animaux vivants et morts. Donc ça, c'est une chose. On est en train de remonter la source du virus pour savoir quel animal a transmis le virus la première fois à l'homme. Ça, on ne le sait pas. Quand c'était la SRAS, c'était un animal qui s'appelait la civette. C'est ça, c'était la civette palmée qui était l'hôte intermédiaire et qui avait transmis le virus la première fois. Carnivore, c'est ça. Et donc là, on cherche un autre responsable. Alors, la source et la dangerosité. Qu'est-ce qu'on sait sur la dangerosité? Stéphane disait 3% de mortalité. Il est stable, ce chiffre? À l'heure actuelle, il est autour de 3%. Il est assez stable depuis quelques jours, depuis qu'on a des données sérieuses qui nous remontent de la Chine. On est à 4400 cas ce soir et une centaine de décès. Donc le chiffre de 3%, il est le même que hier. Pour comparaison, le SRAS, c'était 10%. Donc, on est sur une maladie un peu moins sévère que le SRAS. Comparaison avec la grippe, vous donniez des chiffres en valeur absolue, mais la mortalité de la grippe, c'est 1 pour 1000 en général. Donc on est quand même un peu supérieur à la grippe saisonnière. Ce qu'on sait, c'est que les personnes qui sont décédées et celles qui ont des cas sévères sont plutôt des personnes avec un âge avancé, avec une pathologie sous-jacente type diabète, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, normale, en fait. un peu comme la grippe normale. Et sur la transmission, parce qu'on apprend aujourd'hui qu'il y a une première transmission d'humain à humain sans que forcément ce soit une personne atteinte venue de Chine, c'est ça? Alors, sur la transmission, ce qu'on sait, c'est que... En Allemagne, hein. Oui, ce qu'on sait, c'est que donc, la transmission interhumaine est avérée. Elle est plutôt bien soutenue. Ce qu'on ne sait pas, c'est si la transmission peut se faire au moment de la période d'incubation. Il y a qui durent entre 2 et 10, 11 jours, en moyenne 6 jours. C'est avec les données actuelles. Ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est contagieux pendant la période d'incubation, et ça va être déterminant, parce que si c'est le cas, c'est vrai que la transmission se fait beaucoup plus rapidement, parce qu'on n'a pas les mesures barrières pour les périodes. Que les gens ignorent qu'ils sont Exactement. Qu'ils peuvent contaminer les autres. Quand on voit que les masques sont en rupture de stock, c'est efficace le masque? Alors, le masque, il est efficace pour les personnes malades. C'est-à-dire que c'est une mesure barrière pour le patient malade. Ça va empêcher les gouttelettes de se projeter. Et donc, voilà. Mais par contre, une personne quand on n'est pas malade, ça sert à rien? Ça sert à rien, non. Ah bon, je l'apprends, alors. Il va y avoir beaucoup de gens qui mettent ça protège quand un même masque un peu d'éventuels, je sais pas, sans être atteint. Non, mais ça sert à rien. En fait, pour les soignants, ce qui est recommandé, c'est même un masque... Qui était un peu inquiet de ne pas avoir de masque, en fait. Bon, c'est bon. C'est un autre type de masque qu'on appelle le FFP2 ou le N95. C'est pas du tout le masque chirurgical classique. Ça, c'est pour les soignants, ceux qui sont en contact avec les malades, qui les prennent en charge pour la protection individuelle. Je continue mes questions parce que je pense qu'il faut de l'information, puis on fera circuler la parole. La mutation du virus, oui. Elle est possible? Vers quoi? Quelles sont les pistes? Elle est possible. Elle a déjà eu lieu probablement entre l'animal et l'homme, puisque c'est une barrière d'espèce. Donc, c'est un virus qui, normalement, n'est pas présent chez l'homme. Ça circule souvent chez les chauves-souris pour ce qui concerne les coronavirus. Un autre intermédiaire, un animal qu'on ne connaît pas encore, là, il y a déjà eu une mutation. Et après, quand c'est une transmission interhumaine, à chaque fois que le virus se réplique dans le corps, il y a des petites modifications, mais pas assez pour dire qu'il y a une mutation qui le rend plus contagieux. Mais il peut devenir plus dangereux ou moins dangereux, c'est ça? Voilà, il pourrait, dans les deux sens, en fait, les D'accord. mutations. Et ça, on le saura quand?
On surveille, en fait. C'est toute la question. Les chercheurs qui font les diagnostics maintenant déposent les séquences des virus sur un site en ligne et elles sont comparées en temps réel. Et donc on verra à un moment donné si les nouvelles séquences diagnostiquées sont différentes des premières et on pourrait dire là il y a une mutation majeure ou pas. Et c'est pour ça qu'il faut de la surveillance. Quand l'OMS élève son niveau d'alerte, ça change quoi concrètement ? Il y a des concertations possibles entre les États ? Il y a surtout que l'OMS prend la coordination et va émettre des recommandations aux pays membres de l'OMS. C'est-à-dire que si à un moment donné, il va falloir donner des recommandations fortes pour les contrôles aux frontières ou des contrôles, quoi que ce soit, c'est là où ça devient important et intéressant. C'est-à-dire que c'est une façon d'avoir une seule politique mondiale. Une seule politique coordonnée internationale. Alors, on va parler de la Chine avec vous, parce que là... J'ai une question. On réfléchit à un vaccin, on bosse déjà sur un vaccin, ou ça n'a pas de... Si. On bosse sur un vaccin, on va devoir tous se faire vacciner. On travaille sur des vaccins, on travaille sur des traitements. Il y a déjà des choses qui sont lancées en Chine, des molécules qui sont évaluées en temps réel pendant l'épidémie, et des vaccins. Il y a des laboratoires qui ont lancé des recherches sur les vaccins en repositionnant certains vaccins qui étaient avancés sur le MERS coronavirus. Et le fait qu'on ait le test, nous, en France, plutôt que les autres, c'est pour ça qu'on sait qu'on a des cas. Les autres n'ont pas tous les pays européens ont le test maintenant. Je ne peux pas vous l'affirmer, mais en tout cas, c'est aller vite. Là, je pense que les pays vont l'avoir dans les jours qui viennent. Alors, pas de panique en France. En revanche, c'est la psychose en Chine. On a l'impression vraiment que la population vit un cauchemar. C'est la panique pour plusieurs raisons. Premièrement, la dispersion du virus, qui est extrêmement importante. Nous avons ce soir l'ensemble des provinces de Chine, à l'exception du Tibet, qui sont affectées. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'au sein des différentes provinces de Chine, ce sont de nombreuses villes qui sont touchées. Donc ce n'est pas localisé dans, par exemple, le chef-lieu ou les plus grandes villes des provinces. C'est dans l'ensemble du territoire chinois, y compris dans les campagnes. On va regarder une carte en même temps. Ça veut dire concrètement que ce sont des centaines d'hôpitaux qui, aujourd'hui, en Chine, doivent faire face à ce virus. Deuxièmement, il y a des mesures extrêmement fortes qui ont été prises et mises en œuvre par le pouvoir chinois et par le parti, puisque le parti, ce soir, a la coordination de la réponse à l'épidémie. Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, est notamment chargé de cette coordination. Les mesures sont majeures, donc mise en quarantaine de quasiment 60 millions de personnes dans la province exactement du Hubei, mais ce ne sont que les premières mesures. 400 millions de Chinois. Donc elles peuvent durer combien de temps, ces mesures? Ce qui est extrêmement important, c'est que vous avez aujourd'hui les écoles qui ne seront pas rouvertes dans les jours qui viennent. Vous avez les lieux publics qui sont interdits de rassemblement en Chine, dans l'ensemble de la Chine. Vous avez quasiment l'ensemble des provinces qui ont mis en œuvre un plan d'urgence sanitaire de niveau 1. Ce sont des mesures extrêmement sérieuses. À Wuhan, précisément, il y a des chiffres qui sont inquiétants, puisque si on se concentre sur le nombre de cas déclarés et le nombre de morts uniquement dans la ville de Wuhan, et avant que le virus se propage, on a un taux de mortalité de 5 à 10%. Oui, parce que les chiffres que l'on a, on va voir sur la carte mondiale, agrégés de l'ensemble de la Chine. C'est des chiffres de la Chine. Exactement, on uniquement peut leur faire à Wuhan. Confiance 4409 personnes atteintes, 107 morts, tous en Chine. Je parle sous votre contrôle. Alors, il pourrait être sous-estimé pour deux raisons. Premièrement, parce que le parti souhaite retenir une partie des informations, c'est possible, mais aussi puisque les cas n'ont pas encore été détectés. Ça, c'est une autre chose. Encore une fois, quand vous avez des centaines d'hôpitaux sur l'ensemble du territoire chinois, c'est la taille de l'Europe, qui doivent réaliser des tests, c'est compliqué en termes de logistique, ce qui explique notamment que l'armée a été mobilisée il y a quelques jours, notamment ce qu'on appelle le département de soutien logistique, dont l'objectif est notamment d'acheminer des équipements au cœur de Wuhan. On parle beaucoup des systèmes de reconnaissance faciale qui s'installent en Chine, qui permettent d'identifier, peut-être pas tous les citoyens, mais une grande partie. Est-ce que ça peut être utilisé pour repérer tous les gens de cette ville qui se sont éparpillés dans le pays, les retrouver en fonction de leur voiture, leur, je sais pas quoi, leur téléphone, leur... Alors pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Il y a des portails thermiques qui vont être installés dans les gares qui sont encore ouvertes, même si, encore une fois, de nombreuses gares dans la province du Hubei sont fermées. Les routes entre les différentes provinces sont en cours de fermeture pour limiter les déplacements dans l'ensemble de la Chine. Et puis, encore une fois, on a des annonces extrêmement récentes qui sont inquiétantes dans la ville de Wuhan. Par exemple, la ville de Wuhan vient d'annoncer que les crémations étaient rendues gratuites dans la ville, que les procédures de crémation étaient accélérées et que des flottes, par exemple, d'équipements et de moyens de transport... à nouveau. J'ai pas de masque, ça m'inquiète. Alors en France, il n'y a pas d'épidémie pour l'instant, il faut être extrêmement clair. Mais la situation en Chine est extrêmement préoccupante. Ce n'est que le début, et les épidémiologistes, notamment à Hong Kong, qui sont réputés pour être extrêmement sérieux, notamment les équipes de Gabriel Leung, considèrent que ce soir, par exemple, il pourrait y avoir, en cas réel, non pas les cas déclarés, mais en cas réel, jusqu'à 40 000 personnes, par exemple. Vous êtes d'accord avec ce constat-là? C'est très préoccupant, la situation en Chine? Disons que sur la modélisation qui a été annoncée là, ces jours-ci de l'équipe de Hong Kong,
Il faut prendre avec modération, il faut bien regarder les chiffres. C'est sûr qu'il y a probablement plus de cas que ce qu'on a ce soir, 4900 cas, le temps que ce soit détecté, confirmé, etc. Et sur la modélisation, voilà, il faut prendre avec des pincettes. Ça a parfois des effets annonces pour provoquer une mobilisation scientifique internationale. Donc ça peut avoir du bon aussi, parce qu'on a des chiffres très impressionnants. Mais le travail des scientifiques est différent de l'épisode du SRASC précédent, où on a l'impression que l'information circule mieux, ça va plus vite. Oui, clairement, oui. On est plus transparent. En tout cas, les Chinois sont plus transparents sur le début de l'épidémie. Il y a une meilleure préparation de la communauté scientifique. On a beaucoup appris des épidémies ultérieures, SRAS, MERS, Ebola. La recherche se met en place beaucoup plus rapidement pour évaluer des diagnostics, des traitements, des vaccins. Donc c'est sûr qu'il y a une expérience acquise sur ça. Alors, il y a donc des gains d'informations, de procédures, de savoir-faire, et en même temps, il y a aussi déjà des critiques sur le manque de transparence de Pékin notamment. Si j'ai bien préparé cette émission, l'alerte sur la dangerosité a été donnée 4 jours avant le Nouvel An. Les vacances, et la mise en quarantaine de Wuhan a été faite juste la veille. Et on a su depuis dimanche, le maire de la ville a expliqué que 5 millions d'habitants étaient partis dans ces 3 jours d'intervalle, 5 millions emportant potentiellement le virus dans le pays. Alors, effectivement, la réponse, notamment sur la scène internationale, a été plus rapide qu'en 2003, ça c'est sûr. En 2003, il avait fallu attendre 18 morts, la propagation à Hong Kong, pour que les autorités chinoises contactent l'OMS et internationalisent, entre guillemets, le cas. Là, on a eu un cas annoncé le 31 décembre, bien avant la mort du premier patient, puisqu'il est mort le 11 janvier. Par contre, pour l'instant, il y a déjà des incertitudes, puisque le premier cas, peut-être, aurait été annoncé dès en fait, la fin du mois de novembre. Les équipes de recherche chinoises, en réalité, ont été mises sur notamment le kit de détection dès le mois de décembre. Et le maire de Wuhan, dans cette même interview, a reconnu qu'il avait effectivement eu un retard à l'allumage, entre guillemets, parce qu'il n'avait pas reçu l'autorisation par Pékin de répondre. C'est donc notamment pour ça que Xi Jinping, ces derniers jours, s'est affiché pour montrer qu'il était aux commandes, et que le pays, vraiment, non seulement était dans son ensemble mobilisé. Alors, il y a évidemment, sur les réseaux sociaux en Chine, des inquiétudes. Pour l'instant, il n'y a pas une remise en cause, il faut être très clair, de la crédibilité du parti, mais ça commence. On a aussi des cas extrêmement préoccupants, par exemple des villages qui se ferment, c'est-à-dire des villages qui refusent que des étrangers, entre guillemets, entrent dans le village. Une discrimination qui est faite, par exemple, sur les personnes qui ont une voiture immatriculée du Hubei, où personne ne veut les voir venir dans les villes. La ville de Chongqing, qui est une ville de plus de 30 millions d'habitants, pas si loin que ça, de Wuhan, qui avait accueilli de nombreuses personnes de Wuhan, qui aujourd'hui se posent des questions. Est-ce qu'il aurait fallu refuser d'accueillir ces... Oui, est-ce que toutes ces mesures drastiques auraient dû être prises plus tôt? Et donc ça, c'est des questions au niveau, et également micro, au niveau des familles qui va se poser. Et évidemment, la question évidemment aussi de l'évacuation des ressortissants étrangers de la ville de Wuhan. Pour l'instant, il n'y a pas de question politique qui se pose. Il y en a, mais c'est la Chine, encore si vraiment au début. Les gens parlent sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas penser qu'en Chine, parce qu'il y a une censure, que personne ne peut parler, les gens parlent. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas une remise en cause directe et qui pourrait menacer le parti à très court terme. Jean-François Kahn, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Pardon, Wuhan, c'est à l'intérieur, très nettement à l'intérieur. C'est sur les provinces intérieures, exactement. Parce que moi, je connais Wuhan. J'y ai été. C'est une ville incroyable. C'est une ville qu'on surnomme le chaudron de la Chine. Quand j'y étais, j'ai cru parce qu'il y a des usines métallurgiques. Donc j'ai cru que c'était parce qu'il y avait des usines métallurgiques. Mais pas du tout. C'est qu'il fait 44 degrés à l'ombre. Et les gens dorment dehors. Enfin, quand il fait chaud. Moi, je me souviens, je suis sorti d'un boulevard, le plus grand boulevard de Wuhan. Mais sur des kilomètres, c'était des lits, parce que les gens sortent leur lit dans la rue et dormaient dans le lit. Ça n'a rien à voir avec l'épidémie, mais je parle c'est une ville dure. Non, mais on touche là au mode de vie chinois qui fait qu'effectivement, on ne vit pas comme nous, chacun dans une chambre séparée. Voilà, la façon de vivre aussi n'est pas facile pour aider à contenir ce type de... Absolument. Alors, on va revenir en France et on va s'intéresser... Allez-y. C'est que j'espère... parce qu'on parlait tout à l'heure de l'affaire Bachelot, on pourrait parler aussi de la canicule et le pauvre ministre de la Santé qu'on a désigné du doigt parce qu'il avait un t-shirt. J'espère que cette fois,
on évitera les polémiques inutiles. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on a parfois crié au loup. C'est quelque chose qu'on nous a mis en garde. À la moindre problème de santé, à la moindre épidémie, tout à coup on se précipite comme des chiens pour qu'est-ce que je peux l'utiliser pour en faire une polémique, soit une polémique sur les plateaux de télé, soit une polémique radio, soit une polémique politique. C'est insupportable qu'on essaye d'éviter ça. Si par hasard, naturellement, on a quelque chose en France qui inquiète. Alors justement, tout le monde politique vous entende. Ce qui peut inquiéter, c'est notamment ce rapatriement des ressortissants français de Wuhan, parce qu'ils sont nombreux et parce que c'est une interrogation. Attendez, on va regarder un sujet d'Hélène Bonduel, puisque on a ce premier rapatriement. Pas des djihadistes, disons-le honnêtement, on n'a pas à s'inquiéter dans la même mesure. Non, mais tout rapatriement inquiète aujourd'hui, on s'inquiète d'un. Comment il va se dérouler ce rapatriement? Qui va monter à bord? A-t-on les moyens de prendre en charge les quelques 800 ressortissants français qui ont séjourné dans cette région de Chine? Les questions, les réponses et celles du gouvernement pour rassurer, c'est signé Hélène Bonduel. Image impressionnante des rues de Wuhan, quasi désertes. Plus de 11 millions d'habitants totalement coupés du monde, confinés chez eux. Parmi eux, 500 à 1000 Français expatriés ou en voyage dans la région, et beaucoup attendent d'être rapatriés en France. C'est le cas de Nicolas Duy et ses 7 collègues. Arrivés à Wuhan le 20 janvier pour travailler sur le chantier d'un parc d'aventure, ils sont cloîtrés depuis 5 jours dans leur hôtel. Un quotidien pas vraiment rassurant pour ce Français qui a atterri en Chine en pleine épidémie. On a déjà vu plusieurs ambulances venir autour de nous avec des gens habillés comme des cosmonautes, tout ça, donc c'est vrai que c'est pas rassurant. Le premier jour, en fait, ils nous servaient avec des gants, un masque, et on a quand même vu la cuisinière enlever le masque pour parler au cuisinier au-dessus de la nourriture. C'est vrai que même quand on mange, au final, on a peur quand même d'être contaminé comme ça, quoi. Les hôpitaux, apparemment, sont vraiment débordés, ils n'ont plus de médicaments, ils n'ont plus de masques, enfin, c'est un peu une scène de guerre, donc c'est vraiment pas rassurant. Il s'est inscrit sur la liste des demandes de rapatriement et a rapidement été contacté par le consulat. Ils nous ont juste envoyé un papier avec une fiche médicale, savoir si on avait des traitements, tout ça, pour anticiper dans l'avion, pour qu'ils connaissent au mieux le cas de chaque personne. C'est vrai que c'est un soulagement, parce que nos proches et autres étaient inquiets concernant le virus, notre état de santé, et savoir au bout de combien de temps on allait pouvoir partir. Un vol direct partira demain pour Wuhan et devrait atterrir en France vendredi ou samedi. À son bord, au moins 250 Français. Et dans la semaine, un autre vol rapatriera plus de 100 ressortissants de l'Union européenne. Il y a aussi un mécanisme européen qui va se mettre en place pour assurer une bonne coopération entre les différents États membres pour permettre à ceux de nos compatriotes européens qui voudraient rentrer de le faire. Une équipe médicale accompagnera les Français rapatriés à bord de l'avion. Nous sommes en constitution de l'équipe médicale qui va accompagner cet avion. L'objectif, c'est de pouvoir identifier sur place s'il y a des personnes malades pour qu'elles fassent l'objet d'une prise en charge particulière et d'un transport particulier. Arrivés en France, les rapatriés seront accueillis dans des lieux d'hébergement, à l'abri de tout contact, sous surveillance médicale et à proximité d'un établissement de santé. L'objectif, c'est que nous puissions répondre aux inquiétudes, répondre aux éventuels symptômes cliniques, bénéficieront ensuite d'un suivi personnalisé, bi-quotidien, médical, pendant 14 jours pour éviter toute propagation du virus. Les personnes qui seraient testées positives au coronavirus et donc malades devraient être rapatriées dans un deuxième temps pour éviter toute contamination et placées en quarantaine dans des hôpitaux français. Il y a actuellement en France 36 unités de maladies infectieuses en capacité de les accueillir. Anne Jeunetet, alors comment va se dérouler au fond ce rapatriement d'abord 250, c'est ça, Français, et les autres? C'est ce qui est dit. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y avait des Français qui vivent là-bas sur place, et moi j'ai été contactée, puisque c'est ma circonscription, par des Français qui m'ont dit non, moi je ne rentre pas, je dirige une équipe, j'ai des Chinois employés, par solidarité avec eux, je ne rentrerai pas, mais je fais rentrer ma famille. Seuls ceux qui veulent rentrer rentreront. Ils ont reçu du consulat un email dont j'ai eu copie dimanche, dans le week-end, dans lequel on leur demandait leurs coordonnées, leur état de santé, où ils se trouvent, parce qu'on a, dans le cas des festivités chinoises, un certain nombre de Français qui résident sur place, en fait, étaient venus en France passer le Nouvel An chinois. Donc, tous les gens qui ont été contactés n'étaient pas forcément sur place. Il y a combien de Français dans la région de Wuhan? Il y a combien de Français en Chine? Alors, en Chine, en tout, Hong Kong compris, 30 000 Français.
qui y vivent officiellement. Il y a parfois des gens qui ne sont pas enregistrés. Là, je rappelle aussi toujours que quand on va s'installer quelque part, on s'inscrit au consulat. Quand on va voyager quelque part, on s'inscrit sur le site Ariane. Et dans la région, alors, parce qu'il y a différents chiffres. Voilà, on a les chiffres sur la région de Wuhan, sur la circonscription de Wuhan, on a à peu près 500 Français qui y vivent. Français, c'est-à-dire hommes, femmes et enfants. Hein. Et ensuite, on a ceux qui peuvent venir, qui peuvent venir. Tous ceux qui veulent revenir reviendront. Tous. Alors, c'est ce qui est prévu, absolument. C'est ce qui est proposé. Parce que là, il n'y en a que 250 qui seront. Voilà, mais tout le monde ne veut pas rentrer. Ensuite, dans les 500, il faut ajouter à ça quelques personnes français qui étaient de passage en tourisme, parce qu'on venait voir la famille dans le cadre des festivités, là aussi, parce qu'on était venu professionnellement, même s'il y avait une moindre activité dans le cadre du fait des festivités, mais il y a différents profils. Donc, je pense qu'en priorité vont rentrer certainement ceux qui étaient là de passage, qui n'avaient pas vocation à rester, à y vivre, et qui ont probablement peut-être prévu de rentrer plus tôt et qui vont vraiment envie de rentrer pour retrouver leur place ici en France. De nombreuses questions qui se posent aussi. Est-ce que les conjoints ou les conjointes qui ne sont pas de nationalité française pourront être rapatriés avec leur famille? C'est de nombreux cas, par exemple un ressortissant français marié avec une ressortissante chinoise. Dans les consulats, ils appellent les personnes, la protection rapprochée, les personnes protégées, pardon, pas des ressortissants, et normalement ils sont pris en charge s'ils sont inscrits au consulat. Avec une grande question qui est-ce que les autorités chinoises accepteront? Évidemment, les autorités françaises essayent de s'en occuper. Est-ce que les autorités chinoises accepteront? Le deuxième point, c'est est-ce que ces vols qui vont aller à Wuhan seront également chargés d'équipements pour venir soutenir l'effort en Chine? La Chine officiellement n'a pas demandé de l'aide, mais en interne, on sait que les autorités chinoises ont demandé. Donc la question va notamment se poser du Japon, de la France, savoir si on peut contribuer à apporter par exemple des équipements de protection. Faut aider la Chine, Madame la députée? Faut-il l'aider? Si elle le demande, il faut voir comment on peut l'aider. Moi, hier soir, j'ai été témoin d'une rencontre avec l'ambassadeur de Chine à Paris et un de mes collègues qui, sur sa circonscription, a une usine qui fabrique des masques. Et il y a eu un échange entre eux pour voir si cette usine peut augmenter sa production et faire une proposition d'exportation de masques vers la Chine. Pour conclure ce débat qui s'achève, si la France, je dis bien si, et je n'essaye pas de faire peur en vous posant cette question, mais était confrontée à la même chose que la Chine et la région de Wuhan, est-ce qu'on aurait les moyens de faire face? Est-ce qu'on aurait suffisamment au niveau du système de santé les moyens d'hospitaliser les gens? Quel est le protocole? Alors, sur le plan déjà du mode de vie, de la façon dont nous vivons, nous avons une façon de pouvoir communiquer avec notre population, de l'informer, de l'alerter, qui est tout à fait efficace. Ça, c'est en amont. Si on était dans la situation... Ensuite, oui, mais même pendant une situation de crise. Ensuite, à ma connaissance, nous avons effectivement une organisation sanitaire extrêmement structurée. Le simple fait que nous ayons un SAMU qui réponde au téléphone, qui permet d'éviter que les gens se précipitent aux urgences ou se précipitent chez le médecin, c'est fondamental. Il ne faut pas oublier que dans ces pays-là, ça n'existe pas. On vient de mettre en place une plateforme d'appel téléphonique, mais un pays, moi je viens de Singapour, il n'y a pas non plus, il n'y a pas de SAMU. La question qu'on se pose, c'est, on a compris qu'on on était moins exposés, les habitudes, les marchés, les animaux, la promiscuité, mais malgré tout, est-ce qu'il y a un plan en France qui existe? Absolument. Et est-ce que ça veut dire arrêter le métro? Qu'est-ce qui se passe dans ce plan en fait? On a des plans qui existent avec des étapes successives en fonction des indications que donne l'OMS et qui peuvent aller jusqu'à un confinement qu'on essaie de faire localiser, mais tout est adapté, tout est prévu pour. Et chaque fois, il y a des équipes qui sont mises en place. Ça peut aller jusqu'au confinement d'un quartier, d'une ville. On saurait faire. Éric Dotenzio, vous êtes d'accord? On est prêt si c'était... Oui, je pense qu'il faut rassurer dans ce cas-là. Hein. C'est-à-dire que le système de santé français permet de prendre en charge les malades, permet de faire une surveillance. Y compris quand il s'agit d'assistance respiratoire pour tout le monde? Bien sûr, oui. Il y a des services de réanimation dans tous les hôpitaux, CHU, hôpitaux régionaux, etc. Donc, sur le système de santé, hôpitaux, on est prêt. Sur le système de surveillance, Santé publique France fait un travail de recherche des cas contacts. Ouais. Donc là aussi, c'est très, très, très important. Donc non, je pense qu'il faut rassurer de ce côté-là. Et le vaccin, en France? Non, mais le vaccin, ça fait partie de la recherche pour l'instant, donc on n'en aura pas un immédiatement pour le coronavirus. Tant qu'il n'existe pas, on n'est pas obligé d'en commander des millions de doses. Je voudrais juste qu'on termine avec un tout petit mot sur un autre risque. C'est le risque, au fond, de dénigrement de l'autre vis-à-vis de la Chine. Vous vous alertiez de cela un tout petit peu avant que l'émission ne commence. C'est un risque aussi dans ce genre de cas de figure? Bien sûr. C'est évident. D'abord, ça arrive en Chine. Vous vous rendez compte qu'en Chine, si vous venez de Wuhan...
on se méfie. Alors, faut lutter contre ça. Hein. On a déjà vu des formes de racisme sur les réseaux sociaux. De dire, il vient d'Asie, il est chinois, il est jaune, il est dangereux. Non, surtout... Il y a un quotidien régional qui a fait un peu une gaffe. Le mot de la fin. Le débat s'achève. Le mot de la fin. Non seulement extrêmement important, et puis il faut rappeler qu'en Chine, il y a une expression aujourd'hui qui est beaucoup utilisée, c'est Wuhan Jiao, ce qui veut dire littéralement que Wuhan se batte et il faut soutenir Wuhan. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi dire à l'étranger, Wuhan Jiao et Zhongguo Jiao. Allez, la Chine aussi pour Merci lutter. Beaucoup d'être venu sur ce plateau pour débattre de ce problème, de ce virus. On va parler à présent de la réforme des retraites. Je suis sûre que là, vous avez un avis. Considérez que c'est un virus. Le citoyen, j'ai pas dit ça. Un nouveau théâtre d'affrontement s'est ouvert depuis quelques jours, celui de l'Assemblée nationale. Les députés d'opposition sont vent debout contre la volonté du gouvernement d'aller vite, et même très vite. Ils dénoncent un passage en force sur un texte à trous. Explication Ahmed Tazir. Une arrivée solennelle, une quarantaine de députés les Républicains ceintent de leur écharpe tricolore pour réclamer un nouveau projet de loi de réforme des retraites. Dans les couloirs du Palais Bourbon, l'opposition de droite dénonce la précipitation et l'amateurisme du gouvernement. Nous ne pouvons accepter de devoir examiner un projet de loi sur les retraites sans que nous ne sachions rien de son financement. Nous n'avons aucune idée de l'incidence financière de cette réforme, alors même que les retraites représentent plus de 320 milliards d'euros par an, 14% de la richesse nationale et 25% des impôts des Français. Nous ne pouvons pas non plus accepter l'amateurisme et l'improvisation permanente dont fait preuve ce gouvernement sur un sujet aussi essentiel qui va déterminer l'avenir de millions de Français. L'opposition est en ébullition à gauche aussi. Hier, déjà, le PS, la France Insoumise et les communistes ont envoyé une lettre au président de l'Assemblée nationale. Ils dénoncent une démocratie expéditive, des délais inadmissibles, 4 jours entre la présentation de la loi en Conseil des ministres, vendredi dernier, et le début des discussions en commission ce soir. Moi, je suis très en colère. Je suis très en colère parce que nous représentons des Françaises et des Français dans la diversité de nos sensibilités. Et ces Françaises et ces Français, ils ont le droit à un débat parlementaire de qualité. Et ce débat, il ne sera pas de qualité. Il va être expéditif. Et la démocratie expéditive, c'est comme la justice expéditive. Ça n'a pas sa place dans notre tradition républicaine. Lors des questions au gouvernement aujourd'hui, c'est aussi l'absence de débat parlementaire qui était pointée du doigt par l'opposition. Une procédure accélérée, un dépôt d'amendements limité à 5 jours et enfin 29 ordonnances qui privent l'Assemblée d'un débat sur des pans entiers du projet de loi. La procédure accélérée a rien d'anormal, c'est la réponse du gouvernement. Je suis allé vérifier les choses. Eh bien, la procédure accélérée, c'est le quasi-usage en matière de réforme des retraites. C'est les 2 dernières réformes qui ont été menées par les 2 dernières majorités qui ont été faites en procédure accélérée. Les discussions dans l'hémicycle sur la réforme des retraites doivent démarrer le 17 février. C'est qu'il faut aller vite. L'objectif du gouvernement est qu'elle soit votée en première lecture avant les élections municipales. Bonsoir Célia de Lavergne. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes députée de La République En Marche de la Drôme et porte-parole de la commission spéciale sur les retraites qui a pas mal de pain sur la planche, c'est le moins qu'on puisse dire. Bienvenue à vous Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche. Elsa Faucillon, bienvenue, députée communiste des Hauts-de-Seine. Alors, que de reproches vous fait-on, Madame la députée, en tout cas à la majorité que vous représentez? Démocratie expéditive, procédure accélérée, passage en force avec bon nombre d'ordonnances, signal d'alerte déjà donné par le Conseil d'État qui dénonce une étude d'impact lacunaire, l'absence de régime universel à proprement parler dans le texte. Qu'allez-vous faire? Allez-vous rester sourd à toutes ces critiques? Alors, quand on conçoit et qu'on veut travailler sur un projet de loi sur la création d'un nouveau système universel de retraite à points et qu'on crée en fait un nouveau système comme après la guerre on a créé la sécurité sociale, évidemment ça ouvre un nombre de débats dans notre société et donc pour les oppositions qui sont très larges. Donc il faut prendre le temps. S'il y a beaucoup de débats, il faut prendre son temps. Il va y avoir un débat de qualité. Quand on regarde les réformes de 2010 et de 2013, il y avait aussi entre 10 et 13 jours entre la présentation au Conseil des ministres et le vote de la loi. Donc ça n'est pas inhabituel aujourd'hui qu'on ait ces délais-là pour l'examiner. Moi j'ai commencé mon mandat avec la loi Hulot, il y avait moins de 4 mois
entre le moment où il a été présenté en Conseil des ministres et le moment où nous l'avons voté de manière définitive. Donc, le Parlement n'est pas maltraité. Le Parlement n'est pas maltraité. Et au contraire, il est alimenté. Parce que quand on a une étude d'impact de près de 1000 pages avec un certain nombre de données sur la base desquelles nous pouvons débattre, et ça fait longtemps que les parlementaires se battent pour avoir davantage de données, je pense qu'on peut avoir un débat de qualité et approfondi. Elsa Faucillon. Mais quand même, là, entre deux, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que le Conseil d'État a rendu un avis sur une étude d'impact sur lequel il a un avis sévère et où il explique qu'il y a un problème d'objectivité et de sincérité. Donc nous sommes alertés, nous, députés, sur des questions précises, notamment sur les projections financières. C'est pas rien quand on est député. Et aujourd'hui, le Conseil d'État nous révèle ça 4 jours avant le début de l'examen de la loi en commission. C'est pas anodin. Sans compter un risque d'insécurité constitutionnelle. Voter pour ça, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une nouvelle information importante, en plus de la colère exprimée dans le pays, en plus de plein de choses. Vous le disiez, s'il y a beaucoup de débats, si c'est une loi importante qui nécessite du débat, et c'est le cas, prenons le temps. Alors, il n'y a pas d'obligation. Qu'est-ce que vous réclamez très concrètement ? Déjà, vous le savez, je ne sais pas si c'est le cas de mon collègue Gosselin, mais je me bats aux côtés de celles et ceux qui demandent le retrait. Donc il faut être honnête. Depuis le départ, je suis mobilisée avec ceux qui demandent le retrait. Aujourd'hui, nous n'obtenons pas encore, en tout cas, le retrait. Je suis députée. Je regarde quelles sont les conditions d'examen de ce texte, et ce que je vois, c'est que les conditions ne sont pas réunies, et que le Conseil d'État a un avis qu'il y ait plusieurs lectures, qu'on renonce à la procédure accélérée, par exemple. Oui, mais tout simplement que le gouvernement revoie sa copie, c'est ce qui est demandé. Et il y a vraiment aussi. Alors on va prendre la liste des griefs et vous répondrez. Philippe Gosselin. On va juste rappeler en 2 secondes que le Conseil d'État, c'est le conseiller juridique du gouvernement. Voilà, quel que soit le gouvernement, c'est le conseiller juridique. Eh bien, ce conseiller juridique, qui en quelques jours a dû rendre un avis, ce qui l'a un petit peu bousculé, nous met en garde sur des risques très grands de difficultés juridiques, premier point, sur des études d'impact qui sont plutôt indigentes, les ordonnances, c'est un autre sujet, mais ça s'ajoute quand même, et surtout, excusez le peu, sur les problèmes, les questions de financement. Ça concerne quand même 320 milliards par an. C'est quand même pas rien, et des dizaines de millions de personnes potentiellement. Et là, on va avoir 2 procédures, en fait, en réalité, parallèles et complètement déconnectées. Une procédure sous cloche, entre guillemets, parlementaire pendant 15 jours, ce qui est déjà très court pour une réforme systémique. C'est une réforme du système, ce qui n'était pas le cas en 2010 et 2013. Là, on remet tout à plat, vous le dites d'ailleurs vous-même. C'est pratiquement au lendemain, ici, ce qui va se passer le lendemain de la Libération. Bon, le lendemain de la Libération, c'est autre chose que de revoir le système existant. Vous réclamez plus de temps. Ça voudrait dire pas de procédure accélérée, on fait 2 lectures, on prend son temps. Pas de procédure accélérée. Et puis, au-delà de ça, c'est surtout une concordance des temps. On va avoir la conférence du financement qui va travailler jusqu'en avril. Elle est censée, cette conférence, nous mettre sur la table un certain nombre de propositions. Ou alors, c'est pas la peine de la réunir, c'est pas la peine d'avoir invité les syndicats à se mettre autour de la table. Donc on va, nous, dans notre coin, bidouiller je ne sais quoi, de façon technique, mais sans connaître les éléments financiers. Sur un texte provisoire. Sur un texte provisoire. Ce n'est pas du bon travail. Franchement, à part un coup de force c'est un coup de force. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Alors, vous allez répondre, Madame la députée, mais j'aimerais votre regard, Jean-François Cahn. Ce n'est pas la première fois qu'on entend les oppositions dans cette maison, ici, au Palais Bourbon, se plaindre de ne pas être respectées. C'est souvent la Ve République. Souvent, on ne nous écoute pas, ça va trop vite. Passage en force. C'est le rôle de l'opposition. Si l'opposition disait qu'ils sont très contents de la façon dont ça se passe. Mais c'est rare quand même d'entendre de concert la gauche et la droite. Diriez-vous qu'avec ce pouvoir, et particulièrement dans ce moment-là qu'on traverse, la crise, la réforme des retraites, il y a une volonté de ce gouvernement d'imposer les choses. Non, je crois incontestablement le débat qui a eu lieu dans le pays, la violence du débat, montre qu'il y a une nécessité également d'un vrai débat parlementaire. J'ai toujours pensé que le débat parlementaire, c'est pour éviter justement la violence du débat dans la rue. C'est pour ça que j'étais contre la constitution de la Ve République.
Et je suis content de voir que vous venez sur mes positions et que vous admettez aujourd'hui qu'on a maltraité le Parlement et qu'il faudrait revenir à ce que vous avez critiqué sans arrêt, qui est vraiment un vrai système parlementaire où le Parlement avec ce pouvoir-là, le Parlement discute, le Parlement. Il y a quelques graduations dans les pouvoirs du Parlement. Là, on n'est plus la chambre basse, on est la chambre du sous-sol. C'est pas ironique, je veux dire, votre ralliement, enfin, à la nécessité d'un Parlement qui joue son rôle, je l'applaudis, je suis très content. Je me bats, moi, depuis longtemps là-dessus. L'autre aspect de la critique qui est le plus justifié, c'est le fait de voter la loi avant de connaître le financement. C'est incontestablement... Ça vous apparaît complètement... De toute façon, d'une façon générale... Ubuesque. Il y a ce problème-là qui est réel. Là, il faut reconnaître que les communistes ou les insoumis, etc., ont toujours... leur cohérence contre ce type de réforme. D'abord, vous êtes pour la retraite à 60 ans, ont toujours été contre ce type de réforme. C'est la structure même de cette réforme. On peut dire d'ailleurs la même chose de l'extrême droite. Ils ont toujours été contre cette structure de la réforme, eux-mêmes sont pour la retraite à 60 ans, etc. Pour le reste, il y a quand même une hypocrisie. C'est pas exactement le sujet là, mais au-delà. La gauche classique, la gauche socialiste, la retraite par points, c'est leur idée. C'est la CFDT, c'est les socialistes, c'est les rocardiens, c'est leur idée. Depuis des années, ils disent qu'il faut une retraite universelle par point. Et tout à coup, ils sont contre. Ils sont contre. Bon, c'est leur droit, ils sont contre. La droite, c'est vraiment, il faut faire un système universel. Surtout universel, il n'y a aucune raison que chacun n'ait pas le même type de retraite, etc. Et tout à coup, bon, ils s'opposent, ils sont là, contre. On est pourquoi en plein dans votre livre. Non, mais je dis là-dessus. Pourquoi je dis ça? On va répondre. Pourquoi je dis ça? Parce que vous m'avez interrogé sur les erreurs qu'on a faites et qui fait que, par exemple, Marine Le Pen peut être élue président de la République. Mais il n'y a pas que ça, ou que la gauche s'est retrouvée à 6%, ou que la droite s'est retrouvée à 8%. Mais excusez-moi, il y a un moment où les gens ils ne comprennent rien, ou alors, je dis, mais je ne comprends plus rien. Eux, ils étaient pour, maintenant ils sont contre. Eux, ils étaient pour, et maintenant ils sont contre, et ils disent le contraire, etc. Est-ce que vous imaginez, alors, plus la responsabilité du pouvoir qui n'a pas su défendre sa retraite, et les gens n'y comprennent rien. Donc tout ça, si vous voulez, entre les incohérences de la gauche, les incohérences de la droite, c'est grave. La communication absurde et délétère du pouvoir, en effet... voilà, il y aura des abstentions massives, une extrême droite qui peut gagner les élections. Alors ça, c'est pour Philippe Gosselin. Et puis on reviendra sur la question du financement, et du calendrier. Philippe Gosselin, on vous fait un procès en cohérence. Non, on nous fait un procès en cohérence. Nous, on est effectivement pour revoir le système des retraites. On s'en est jamais caché. On veut un système équitable, certes, et ça pouvait être l'objectif poursuivi par le gouvernement, mais on voit bien qu'au fil du temps, il n'y a plus de régimes spéciaux, nous dit-on, mais des régimes spécifiques. Je suis désolé, demain à l'Opéra de Paris, on continuera à partir à 42 ans. Chez le contrôleur aérien, il y aura encore d'autres éléments. À la RATP, on n'a pas remis à plat. À la SNCF, on n'a pas remis à plat, etc. Donc en réalité, on n'a plus de régimes spéciaux, mais spécifiques. On n'a pas été assez loin. On n'a pas été assez loin, donc c'est pas cohérent. Et même pour la retraite, il faudrait à 65 ans. Et nous, on l'a clairement annoncé, une retraite à 64 et puis peut-être 65. Donc on est très cohérent là-dessus. Mais au-delà... Vous voyez, il ne faut pas dire les oppositions. Non, mais c'est vrai qu'il y a une non différence. Il y a quelques différences quand même. Mais au-delà de ça... Vous êtes ensemble pour respecter les droits de l'opposition, mais pas pour les mêmes raisons. Se retrouver sur l'incohérence à ne pas présenter un projet qui peut avoir sa cohérence, admettons, je veux bien, même si ce n'est pas celle que je défends, et le financement. Attendez, c'est pas cohérent. Alors, il y a beaucoup de choses. Ça, ce n'est pas cohérent. Je vous donne la parole, les infos, c'est sûr, mais là, vous avez... Sur la question du financement, parce que vous êtes plusieurs à l'avoir abordé, je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. Il y a le financement du futur système universel. Et ça, c'est très clairement expliqué dans la loi. C'est le principe d'un âge d'équilibre, c'est tout le débat qu'on a eu avant sur lequel on peut revenir, et qui est très clair, qui n'est pas inscrit par ordonnance, qui est écrit de manière très claire dans la loi. Comment on finance le futur système de retraite universelle, c'est clair. Ce qu'on demande, et c'est la manière dont le choix que nous avons fait politiquement entre eux et ce qu'on demande... Si vous mettez l'âge d'équilibre dans la loi, mais que ce sont les syndicats qui le fixent sans que les députés puissent en débattre, il y a quand même un hiatus, il y a un problème. Le projet de loi, il définit une gouvernance qui allie démocratie politique et démocratie sociale et qui permet à une caisse, un conseil d'administration de la future caisse du système de retraite universelle aujourd'hui de définir justement ce fameux âge ensemble ce fameux âge d'équilibre. Sauf que c'est une ordonnance. Il ne prendra
Non, l'âge d'équilibre est inscrit en dur dans la loi. Ce que la conférence de financement doit faire, c'est définir les modalités de retour à l'équilibre en 2027. C'est-à-dire à court terme. Il y a bien dans ce projet de loi, et souvent on essaye de nous faire croire que c'est la même chose, quelque chose de très clair inscrit dans la loi sur le système à long terme et ses principes, et dans le court terme, comment on arrive, comment on revient à l'équilibre d'ici 2027. Et le choix que nous avons fait et qui interroge le Conseil d'État et dont acte et dont nous prenons connaissance, c'est comment on concilie démocratie politique, démocratie sociale. C'est le choix qu'on a fait. Vous aviez 2 ans et demi pour trouver des compromis avec les partenaires sociaux pour que, à l'Assemblée, le débat prenne sa place. Et le débat a énormément progressé en 2 ans et demi. On l'a vu encore récemment sur les droits familiaux avec l'UNSA, sur la question de la pénibilité avec la CFDT, qui étaient des choses qui n'étaient pas forcément dans le rapport que M. Delevoye avait mis. Donc, ça, c'est pour la réponse sur le financement. Vous pourrez discuter, voire amender la notion d'âge d'équilibre. Sur le calendrier, pourquoi aller si vite ? Ça fait 2 ans. Démocratie expéditive. Nos oppositions ont eu le temps de présenter leurs propres contre-projets. Donc quand on dit on n'a pas le temps de travailler... On en avait quelques-uns à l'élection présidentielle, entre parenthèses. Il y a quand même eu 2017, on ne découvre pas la poudre à canon. 100 ans d'histoire parfois aussi. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous avez chacun chez vous, et c'est normal dans vos groupes parlementaires, des spécialistes de la question. Et que donc étudier ce projet de loi, aujourd'hui dans le délai, alors que ça fait 2 ans qu'on en parle, qu'on a une concertation publique, c'est tout à fait raisonnable. C'est nous faire croire quelque chose au nom de la forme. Vous ne voulez pas qu'on aille sur le fond et vous ne voulez pas de cette réforme. Mais nous allons la faire. Mais on voit, je trouve, à quel point, quelque part, la question même du financement est une sorte de prétexte. Moi, je ne crois absolument pas que l'objet de votre projet de loi soit la question du financement et d'une incapacité à financer les retraites. Ça, c'est quelque part le prétexte qui est aujourd'hui présenté aux Françaises et aux Français. Vous avez plein de moyens aujourd'hui de financer les retraites par vous. Aujourd'hui, c'est un prétexte, cette question du financement. Il y a, par exemple, et même le rapport du Conseil d'orientation des retraites le dit, vous créez vous-même des difficultés de financement sur les retraites, par exemple, en supprimant un grand nombre de fonctionnaires. Et ça, c'est très présent dans le rapport qui a été fait par le Conseil d'orientation des retraites, le COR. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une vision de société que vous avez du mal à assumer. D'abord, vous considérez que, eh bien, il faut travailler plus longtemps, mais aussi que cette idée d'un collectif solidaire de manière concrète, qui est extrêmement présent dans la conception des retraites après la libération. Vous n'en voulez pas, un peu comme vous souhaitez prolonger l'ubérisation de la société où quelque part chacun est comptable de ses points, de ses revenus, où il se vend. Vous êtes sur cette conception-là aujourd'hui dans la réforme des retraites que vous mettez en œuvre. Et la question des financements, c'est aussi pour ça qu'elle est bâclée. Et quand je regarde, rien que sur la situation, puisque c'est ma commission de l'éducation, celle des professeurs. Mais elle n'a aucun sens, cette étude d'impact. Vous faites une projection sur laquelle d'ailleurs le Conseil d'État. Le point d'indice serait déjà... Il y a beaucoup de réserves là-dessus. Il est gelé depuis des années. Donc, vous ne pouvez pas aborder une question de financement sur laquelle on peut avoir à se prononcer, alors même que ce que vous proposez ici n'a aucun fondement aujourd'hui et même sur les années à venir, puisque vous ne pouvez pas vous engager sur le dégel. Nous avons voulu donner un maximum de gages aujourd'hui aux enseignants et aux chercheurs. Vous l'avez vu vous-même, ils sont très inquiets. Ce que nous avons fait, c'est qu'à leur demande, nous avons mis dans cette loi des gages. Aujourd'hui, il y a effectivement un risque souligné par le Conseil d'État d'instabilité juridique. Ça ne nous empêchera pas de continuer à leur donner des gages. Le Conseil d'État, pour ceux qui nous regardent, parce que c'est compliqué, dit que la revalorisation des enseignants ne doit pas figurer dans ce texte. La revalorisation des enseignants n'est pas totalement sécurisée. On ne sait pas si En Marche sera au pouvoir en 2037. Moi, je ne le souhaite pas, par exemple. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas le dire. Vous voyez bien que ce sujet-là peut relancer une mobilisation. Il y avait beaucoup d'enseignants dans la rue. Non, parce qu'il ne s'agit pas de la parole politique que nous portons, il s'agit de sujets juridiques. Aujourd'hui, ce que le Conseil d'État nous dit, ne nous dit pas il ne faut pas de loi de programmation, il nous dit qu'il ne faut pas faire une injonction à l'État en lui demandant de faire une loi de programmation à cette loi. Mais cette loi de programmation, le ministre Blanquer s'est engagé à la présenter d'ici. Alors, on ne va pas vous mettre d'accord là-dessus, je voudrais quand même dire un mot de votre livre. Dans ces débats, non mais c'est important parce que vous regardez ces débats se jouer et j'ai regardé, parce que vous avez au fond cette ambition dans votre livre de remonter aux origines de nos erreurs, qui sont des erreurs collectives. Vous considérez que la droite n'a pas fait son droit d'inventaire, la gauche ne l'a pas fait non plus, l'extrême gauche ne l'a pas fait, et qu'au fond, c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi on commet des erreurs
qu'on alimente, voilà, d'une certaine façon, les extrêmes. Est-ce que vous êtes très sévère avec, au fond, les deux partis qui ont gouverné les années précédentes, moins sévère avec Macron? Pourquoi? Ah non, je suis pas là, c'est parce que c'est pas le sujet. Non, mais dans votre livre, là, je viens à votre livre. Je viens à votre livre. C'est pas le sujet, puisque au contraire, c'est de dire les erreurs que vous avez commis ont fait que la gauche s'est effondrée, que la droite s'est effondrée. Et que Macron est arrivé au pouvoir. Et Macron est arrivé au pouvoir. Donc je ne peux pas dire que vous avez commis les erreurs qui vous avez fait arriver au pouvoir. Ça c'est le prochain tour. J'en parle des erreurs de Macron. Je dis même qu'on a rarement autant commis en si peu de temps. Mais je veux dire, c'est pas le sujet de l'analyse. Non, parce que si je vous avais dit, il y a 4 ans, 5 ans, qu'en effet, une victoire de Marine Le Pen, c'est pas le plus probable, hein, je ne crois pas que c'est le plus probable, mais n'est pas impossible. Vous auriez dit, c'est inconcevable, il est fou ce mec, il est fou. Aujourd'hui, c'est possible. Bon, aujourd'hui, c'est possible. D'accord, il suffit pas de le dire et de faire comme certains, le fasciste ne passera pas. Non, mais quelle erreur il a fallu commettre pour arriver à ça. Et ceux qui ont confisqué la façon de lutter contre le Front National, vous ne posez pas des questions ? Vous mettez pas sur la table, peut-être qu'on s'est trompé. Le Parti Socialiste, Benoît Hamon, le Parti Socialiste au pouvoir. La diabolisation. Il a l'Assemblée, il a le Président de la République, il a les régions, il a des départements. C'est lui qui a le plus d'argent parce que c'est le parti principal. 6%, on n'a jamais vu ça. Jamais, même sous Louis-Philippe, même sous Napoléon III, on n'a jamais vu ça. Vous les avez entendus dire, mais quelle erreur! Mais quelles erreurs on a pu commettre pour arriver à ça? La droite, c'est la même chose. Même de ne plus être au second tour, faire 8%, etc. Même quand on dit Rachida Dati est formidable, elle est à 19 ou 20%, mais Chirac, il faisait 5 ans. Mais quelle erreur on a commis? C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il Parce que si on ne reconnaît pas les erreurs, si on ne les voit pas... Tout le monde commet les erreurs. Je parle moi-même de mes erreurs dans le livre, bien sûr. Mais il faut les regarder en face. Si on ne les regarde pas en face, même le Parti communiste, il a un très bon candidat, par exemple, aux européennes. Franchement, très bon. Mais qui fait 2,5. Donc on se dit, mais comment, avec un bon candidat et un mécontentement social, 2,5, vous avez entendu s'interroger quelles sont les erreurs qu'on a commises? Si, moi je m'interroge. Non, j'étais sûr que vous direz oui, mais c'est pas vrai. Absolument pas. Si, j'ai interpellé après les européennes et avec d'autres. Il n'y a pas eu une grande réunion pour dire quelles sont les erreurs. Et d'ailleurs, vous dites le lavage de linge, Jean-François Kahn, on commence à connaître un peu les machines à laver, ils tournent quand même. Je dis que dans la mesure où une façon de dire les choses conduit là-dessus, il faut s'interroger. On peut dire, Jean-François Kahn, aujourd'hui, qu'Emmanuel Macron, il organise le duel, non? Un dernier exemple. Il y a eu une pétition d'intellectuels pour soutenir la guerre d'Irak. C'est incroyable avec des intellectuels très importants. Genre, c'est la démocratie, ça va être formidable, c'est très bien. Catastrophe absolue. Allez. Ils n'ont pas reconnu. Le résultat, c'est qu'il y a eu la même intellectuelle. On fait une pétition pour soutenir la guerre de Libye. Droit dans le mur, une autre catastrophe. Voilà. De nos erreurs et du refus de les reconnaître. Mais c'est aussi une forme d'appel au sursaut. Hein. Il ne faut pas montrer c'est surtout un appel à reconnaître les choses et à faire un débat, à accepter un débat, et il ne sera pas accepté. Je vous fais le pari que les gens que j'interpelle n'accepteront pas le débat. Allez, en tout cas, on pourra le tenir ici sur LCP. Vous restez avec nous. Le débat, vous restez avec nous, Philippe Gosselin, parce que je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps avant de clôturer cette émission pour parler de Paris. Paris, les municipales, vous en parliez à l'instant. On va accueillir tout de suite Stéphanie Despierres. On parle de Paris, nous aussi. Figurez-vous, restez avec nous, figurez-vous que ce qui se passe dans la campagne de Villani, ce qui se passe dans la campagne de Griveaux a des incidences ici à l'Assemblée nationale. Bonsoir Stéphanie. Alors l'exclusion de Cédric Villani va être discutée demain soir au bureau exécutif de La République En Marche. Et depuis l'annonce de sa probable sanction, exclusion, rien ne va plus dans la majorité. Énormément de députés expliquent qu'il ne faut surtout pas aller dans ces logiques d'exclusion. Oui, les boucles Telegram des députés de la majorité chauffent depuis dimanche. Ce serait une gigantesque connerie d'exclure Villani. Ce n'est pas dans l'ADN d'En Marche. Exclure Villani, c'est le contraire de ce sur quoi on s'est construit. On n'est pas une cour de récré, il est méchant, je le vire. En Marche est devenu plus sectaire qu'une section du PS. De très nombreux marcheurs de la première heure, vous l'aurez compris, ne veulent pas entendre parler d'exclusion et surtout pas maintenant. Il aurait fallu l'exclure dès le début, peste un cadre de la majorité.
Jean-François Césarini, figure de l'aile gauche, lui ne dit pas autre chose. L'exclure aujourd'hui, ça ne change rien, ça ne peut que nous fragiliser et entamer l'unité du groupe. Ce serait contre-productif, dit un député plus légitimiste. Et oui, parce que si on exclut Cédric Villani du mouvement et du groupe, alors est-ce qu'il faut exclure la trentaine de députés qui le soutiennent, même s'ils ne sont pas sur ces listes, et les autres députés qui sont candidats au municipal ailleurs en France, candidats dissidents, on les exclut aussi? Au bout d'un moment, ça va finir par faire beaucoup de parlementaires en moins au groupe En Marche. En tout cas, il y en a une qui a pris les devants, c'est Paula Fortessa, l'une des députées les plus engagées avec Villani. Elle est tête de liste dans le 19e arrondissement de Paris, et ce matin, elle a annoncé qu'elle partait. J'annonce aujourd'hui mon départ de La République En Marche. Je viens d'envoyer un courrier à mes collègues pour expliquer les raisons de mon départ. Je reste députée non inscrite. Pour l'instant, je me concentre dans ma campagne dans le 19e. Mais je crois qu'il y a la place à l'Assemblée nationale pour un groupe écologique et solidaire. Alors, est-ce que d'autres députés marcheurs ont envie de la suivre et quitter le groupe ? Alors, ce qui est clair, c'est que ça s'agite à nouveau en coulisses depuis ce week-end, du côté des députés de l'aile gauche de la majorité, du côté aussi des marcheurs qui sont déjà partis et qui voudraient attirer d'autres anciens collègues pour faire un groupe écologiste et solidaire dont parlait Paula Fortessa. Bon, pour le moment, rien n'est fait, loin de là. À l'inverse, il faut savoir que la déclaration tonitruante de Cédric Villani dimanche à sa sortie de l'Élysée a même gêné certains de ses soutiens. Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée nationale, est très mal à l'aise. Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, lui, a carrément lâché le candidat. Gilles Legendre, dans le rang. Voilà. Gilles Legendre, lui, est le patron des députés, fait le maximum pour retenir ses troupes. Il n'aime pas trop les exclusions. Il essaye de garder tous les apparentés avec lui parce qu'il sait que la barre fatidique de la majorité absolue approche. Ils étaient 314 au groupe en 2017, ils ne sont plus que 302. Le seuil de la majorité est à 289 députés. On ne peut pas se permettre d'avoir une hémorragie, dit une chef du groupe, sinon le MoDem serait en position de force. Mais l'hémorragie, c'est poison de l'hémorragie, ça ne devrait pas être pour tout de suite. Merci, si vous me permettez, je trouve ça très bien, parce que comme ils nous ont foutu un système électoral le plus injuste du monde, où avec 24% des voix, on peut avoir 65% des députés, que ça soit En Marche, que ça soit hier. Au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Je sens que vous allez continuer ce débat en dehors de ce plateau. La proportionnelle. Si vous voulez comprendre un peu quelles sont nos erreurs, je vous renvoie à ce livre. Droit dans une majorité absolue, ce n'est pas une des raisons du malaise dans le pays. Merci. Grâce au départ des gens d'En Marche, on va avoir le pluralisme qui va se reconstituer. Quelle fougue, Jean-François Kahn. On va avoir du pluralisme qui va se reconstituer. Très belle soirée sur LCP et à demain. Bon courage à Paris.